Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie du cours de trigonométrie, les fonctions trigonométriques. On l'a vu dans la première partie du cours, on va ici parler de cosinus et sinus, mais comme des fonctions. La fonction sinus, pour commencer, est une fonction qui est définie, continue et dérivable, on le verra tout à l'heure, sur l'ensemble des réels, et qui est notée sin, S-I-N. Pour un angle θ donné, correspondant à un point M sur le cercle trigonométrique, sinus de θ va être l'ordonnée du point M, comme on l'a vu dans la première partie du cours. À l'instar de la fonction sinus, la fonction cosinus est une fonction définie, continue et dérivable sur grand R, notée cos, C-O-S, et pour un angle θ qui correspond à un point M sur le cercle trigonométrique, cosinus de θ va être l'abscisse du point M. Pour pouvoir représenter la fonction sinus, il va nous falloir des points de la courbe représentative de cette fonction. Il s'agit donc de trouver des valeurs particulières de la fonction sinus. Or, on a vu dans la première partie de ce cours que l'on connaît des valeurs particulières de sinus pour les angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2, qui sont des angles particuliers, et pour lesquels sinus vaut respectivement 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. On va donc pouvoir placer les points correspondants de la courbe représentative de sinus dans un repère. Ici, ce sont les 5 points en noir, et on va pouvoir compléter cette courbe avec une courbe complète qui est ce qu'on appelle une sinusoïde. Ici, la courbe en bleu. De la même manière, pour cosinus, on connaît 5 valeurs particulières, en 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2, qui sont respectivement 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Et là encore, on va pouvoir placer dans un repère les points correspondants et compléter pour donner une courbe. Ici, on trouve une courbe tout à fait semblable, donc les 5 points en noir sont les valeurs particulières, la courbe en bleu est la courbe de la fonction cosinus, et on remarque qu'elle ressemble beaucoup à la courbe de la fonction sinus, elle s'appelle aussi une sinusoïde, mais cette courbe a l'air de s'être décalée sur l'axe des abscisses par rapport à la courbe représentative de la fonction sinus. Une première propriété que l'on va vouloir étudier sur les fonctions sinus et cosinus, ce sont les éventuels axes de symétrie sur leur courbe représentative. La fonction sinus est ce qu'on appelle une fonction impaire, c'est-à-dire que pour tout x de son domaine de définition, ici l'ensemble des réels, on va avoir sinus de moins x qui est égal à moins sinus de x. Au contraire de la fonction sinus, la fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que pour tout x de son ensemble de définition, ici l'ensemble des réels, on a cosinus de moins x qui vaut cosinus de x. Si l'on essaye de représenter cela sur un repère, donc ici j'ai tracé la fonction sinus, et je regarde x et sinus de x, qui correspond au point de droite sur ce dessin, et moins x sinus de moins x, qui correspond au point de gauche, et je me rends compte que les valeurs de sinus et de sinus moins x sont similaires, mais opposées. Ici, sinus de x vaut un peu plus que 0,8 et sinus de moins x un peu moins que moins 0,8. On remarque donc une égalité entre sinus de x et sinus de moins x à un signe moins près. On va donc avoir sinus de moins x qui vaut moins sinus de x. C'est ce que l'on appelle l'imparité de la fonction sinus. Et ceci se caractérise sur la courbe représentative de sinus par une symétrie centrale dont le centre est le centre du repère. En effet, ici, le point 0, 0 est un point central dans la fonction sinus qui est aussi un centre de symétrie pour la courbe représentative de cette fonction. Essayons maintenant de mettre en évidence graphiquement la parité de la fonction cosinus. Si je regarde moins x et x, qui sont deux réels opposés, et leurs images par la fonction cosinus, je me rends compte que cosinus de moins x semble être égal à cosinus de x. Je retrouve donc l'égalité de parité. Finalement, cette parité se représente graphiquement par une symétrie axiale dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées verticales d'abscisse x égale 0. En effet, je peux ici plier ma feuille en deux et me rendre compte que les courbes de gauche et de droite se superposent parfaitement lorsque j'effectue cette action. J'ai donc bien une symétrie axiale d'axe l'ordonnée.
Voyons maintenant une propriété assez particulière de la fonction sinus et cosinus, assez particulière dans le sens où ce sont les premières fonctions que l'on connaît à avoir cette propriété. On dit que les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions 2π périodiques. En effet, si l'on regarde la définition de la fonction sinus et de la fonction cosinus, comme l'abscisse est l'ordonnée d'un point sur le cercle qui forme un angle x avec l'axe des abscisses, eh bien je me rends compte que si je prends un point sur le cercle et que je parcours un cercle complet pour revenir sur ce même point, que ce soit dans le sens trigonométrique ou dans le sens horaire, comme je vais retomber sur le même point, eh bien le cosinus de cet angle, l'abscisse de ce point, va être exactement le même que l'abscisse du point initial. J'ai donc le sinus de x plus 2π, c'est-à-dire d'un angle plus un tour complet, qui va être égal au sinus de x, puisque les points sur le cercle trigonométrique sont exactement les mêmes, et le cosinus de x plus 2π, qui va être le cosinus de x, puisqu'encore une fois, les points étant les mêmes, leurs abscisses sont égales. J'ai donc ce qu'on appelle des fonctions 2π périodiques, qui ont une période de 2π, c'est-à-dire qu'elles se répètent tous les 2π. Graphiquement, on le voit bien, donc ici je vous ai mis la courbe de la fonction sinus, et on se rend compte que je peux prendre des morceaux de cette courbe qui ont une longueur 2π, et que je peux dessiner la totalité de la courbe sur R en ne faisant que copier-coller ce morceau de courbe. Alors ici, j'ai pris un morceau qui m'intéressait bien, puisqu'il commence avec une ordonnée de 0 et finit avec une ordonnée de 0, mais j'aurais pu commencer à n'importe quel endroit de la courbe, rajouter au niveau des abscisses 2π, et cela m'aurait défini un secteur que j'aurais pu copier-coller pour reconstituer la totalité de ma courbe représentative de sinus. Cela fonctionne pour sinus, et cela, bien entendu, fonctionne aussi pour la fonction cosinus. Une propriété fondamentale pour le cosinus et le sinus est une propriété qui nous vient tout droit du théorème de Pythagore. En effet, par définition, dans le triangle ici, dont un des angles est θ et donc l'autre angle est un angle droit, qui a pour hypoténuse OM, je peux affirmer que la longueur de l'hypoténuse au carré, qui ici vaut 1 puisque OM est un rayon du cercle, vaut la hauteur du triangle au carré, c'est-à-dire sinus au carré, plus la base du triangle au carré, c'est-à-dire cosinus de x au carré. J'ai donc cosinus carré plus sinus carré qui va valoir le rayon au carré, c'est-à-dire 1. Cette propriété est vraiment fondamentale puisqu'elle est à la source d'énormément de propriétés calculatoires du cosinus et du sinus, comme on le verra par la suite. Deux égalités classiques sur le sinus et le cosinus, soit a et b deux réels. On va avoir le sinus de a plus b qui vaut sinus a cos b plus sinus b cos a, et le cosinus de a plus b qui vaut cos a cos b moins sin a sin b. Bien entendu, il y a énormément de pièges à l'intérieur de ces formules. Vous pouvez voir que l'une des formules utilise un plus et l'autre un moins, que on va avoir sur la première formule sinus cos, et sur la deuxième formule cos cos et sin sin. Il s'agit ici de ne pas confondre ces deux formules puisqu'elles sont fondamentales pour sinus et cosinus et vont nous servir par la suite à démontrer énormément d'autres propriétés du sinus et du cosinus. Ces égalités classiques ont un corollaire qui en terminale est extrêmement important puisqu'il s'agit des 4 formules que vous devez connaître en terminale S. La première de ces formules, sinus x plus pi égale moins sinus x, est obtenue en utilisant b qui vaut pi dans la première formule des égalités précédentes. Cosinus x plus pi égale moins cosinus x est-elle obtenue en utilisant la deuxième formule avec b qui vaut pi. Pour les deux formules suivantes, il s'agit de la première formule précédente avec b qui vaut pi sur 2 et de la deuxième formule précédente avec b qui vaut pi sur 2. Les fonctions sinus et cosinus, comme on l'a dit au début, sont des fonctions qui sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Ici, grand R. Leurs dérivées respectives sont pour cosinus moins sinus x et pour sinus cosinus x. Il s'agit encore une fois ici de ne pas confondre ces deux formules. En effet, le cosinus en se dérivant devient une fonction sinus devant laquelle on met un signe moins, ce qui n'est pas le cas quand on dérive la fonction sinus. La dernière des trois fonctions trigonométriques est la fonction tangente. Elle est vue après les deux premières puisqu'elle se définit à partir de ces deux fonctions.
En effet, la fonction tangente est définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors en réalité, elle est plutôt définie sur l'ensemble des réels privés de tout ce qui peut s'écrire comme pi sur 2 plus k fois 2pi. Ici, on va se contenter de l'intervalle principal, à savoir moins pi sur 2, pi sur 2. Et cette fonction est définie par tangente x est égal à sinus x sur cos x. C'est donc le quotient de la fonction sinus par la fonction cosinus. Sa courbe représentative vous est ici donnée sur le petit dessin qui se situe juste à côté. Cette fonction est importante car, on le sait depuis le collège, les fonctions sinus, cosinus et tangente interviennent à l'intérieur des triangles, notamment des triangles rectangles, avec les fameuses formules K, SO, TOA, à savoir cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, et tangente égale opposé sur adjacent. Propriété dérivée de la tangente. Eh bien, comme les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R, donc en particulier sur moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction tangente, par dérivée du quotient, va aussi être dérivable sur son intervalle de définition. Sa dérivée va être donnée par la formule 1 sur cos x, le tout au carré. Démontrons ce résultat. Pour tout x qui appartient à l'intervalle de définition de la tangente, on a tangente de x qui vaut sinus x sur cos x. On va poser sinus x qui vaut u de x, cosinus x qui vaut v de x, et on va calculer leurs dérivées respectives, à savoir u' qui va être cosinus, puisque sinus se dérive en cosinus, et v' qui va être moins sinus, puisque cosinus se dérive en moins sinus. La fonction tangente est donc définie comme un quotient et est donc dérivable, sa dérivée étant u'v moins uv', le tout sur v carré. Remplaçons donc les valeurs de u'v, u et v' dans cette formule. On trouve donc cosinus fois cosinus, moins sinus fois moins sinus. Les signes moins s'annulent et on se retrouve donc avec cos x fois cos x plus sin x fois sin x, le tout toujours sur cosinus x au carré. Bien entendu, cela nous donne cosinus x au carré plus sinus x au carré, le tout sur cosinus x au carré, et on reconnaît ici la formule fondamentale qui nous dit que cos carré plus sin carré est égal à 1. On retrouve donc la formule annoncée, 1 sur cosinus de x au carré. Un petit bilan de cette deuxième partie du cours, on peut voir les fonctions sinus et cosinus comme des fonctions qui sont définies, continues et dérivables sur grand R. Elles sont en particulier 2π périodiques, ce qui est une caractéristique vraiment propre aux fonctions sinus et cosinus. De plus, la fonction sinus est impaire, ce qui veut dire que sinus moins x est égal à moins sinus x et que sa courbe représentative suit une symétrie centrale de centre, le centre du repère. Et la fonction cosinus, elle, est paire, c'est-à-dire que cosinus moins x est égal à cosinus x et que sa courbe représentative suit une symétrie axiale d'axe, l'axe des ordonnées. On connaît une propriété fondamentale qui vient tout droit de Pythagore et du cercle trigonométrique cos carré plus sin carré égale 1, et deux propriétés calculatoires, sinus de a plus b vaut sin a cos b plus sin b cos a, cosinus de a plus b vaut cos a cos b moins sin a sin b. Ces trois formules sont utilisées énormément dans les mathématiques du supérieur, notamment pour démontrer la totalité des formules sur sinus et cosinus qui peuvent nous servir à faire par exemple de l'intégration, de la géométrie ou encore des complexes et des formes trigonométriques. Voilà, j'espère que ce petit cours vous aura suffi à comprendre un peu mieux ce qu'il se passe pour la fonction cosinus et sinus. Et si jamais vous avez besoin de plus de détails, vous avez le polycopier avec toutes les démonstrations.